Attention au choc thermique. Après plusieurs jours de météo estivale, les températures vont chuter. Nous perdrons une dizaine de degrés dès demain. Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les autres titres de ce RTL Info, 19h. Je ne connais pas des gens qui ont tout perdu comme moi. Près d'un an après le scandale du SAMU social qui lui a coûté sa place, Yvan Mayer a donné sa version des faits aujourd'hui sur RTL. L'ancien bourgmestre de Bruxelles parle de lynchage médiatique et politique. Des fissures sur les murs des maisons, la moitié des habitations d'Anderlu seraient concernées. Certaines menacent même de s'effondrer. On verra pourquoi dans un instant. Le Mont-Saint-Michel évacué en urgence. Ce matin, un homme avait menacé de s'en prendre aux forces de l'ordre. Le site, parmi les plus visités de France, a pu rouvrir cet après-midi. Et puis on évoquera bien sûr ce nouveau record battu hier soir pour le 30e Télévis. Plus de 12 millions d'euros récoltés au profit de la recherche contre le cancer. Et avant toute chose, encore une fois, merci pour votre générosité. Regardez ce compteur, 12 114 560 euros. C'est un nouveau record dans l'histoire du Télévis et de la lutte contre le cancer. Une somme récoltée hier soir au terme d'un 30e Télévis exceptionnel. On reviendra plus longuement tout à l'heure sur cette grande soirée de clôture. Mais d'abord, j'espère que vous avez bien profité de ces dernières heures de chaleur parce que c'en est donc fini de ce temps estival qu'on a connu cette semaine. Dès demain, les températures vont plonger d'une dizaine de degrés et revenir au normal de saison. L'Institut Royal Météorologique a même lancé une alerte aux orages. Aurélien Thon avec Lax Milota et Gaëtan Delay. Bernard a couru son premier marathon sous 26 degrés. Le choc thermique, ce sportif le cherche pour que son corps récupère. Donc vous restez en mouvement, calmement, ça va? Très bien. 3 minutes suffisent. Eh bien, pour l'instant, on est à moins 158 et bien forcément, ça change de la température extérieure. Il faut bouger pour rester bien. Et donc voilà, mais c'est assez agréable, même si c'est froid. Sous 184 degrés de plus, ses amis namurois savourent leur rendez-vous avec le soleil. Demain, retour aux obligations et au normal de saison. On va plutôt mettre le pull, je crois. On va manger la dernière glace ce soir, avant, avant le froid. Au port de Plaisance, il y a déjà une dizaine de bateaux accostés depuis 4 ou 5 jours grâce à la météo. Namur est plus vu aussi comme une ville dans laquelle on va s'arrêter peut-être pour 1 ou 2 journées. Mais assez rapidement, ils ont envie de partir dans le sud pour aller chercher le soleil. Donc comme il est là, il reste avec nous. Mais plus pour très longtemps. Les températures vont dégringoler à partir de demain avec des maxima de 15 à 16 degrés sur le centre du pays, avec un temps généralement sec. Et donc c'est un changement de base d'air par rapport à aujourd'hui et donc la semaine passée. Aujourd'hui, dernier verre en terrasse, avant demain, le réveil sonne à 6h, retour au boulot. Sous la pluie ou... Moins 15 degrés. Hein. On s'en approchera dans quelques jours, la fin d'un avant-goût d'été au printemps. Allez, courage. Près d'un an après le scandale du SAMU social qui l'a finalement conduit à démissionner, Yvan Mayer s'est donc exprimé ce dimanche sur nos antennes. L'ancien bourgmestre de Bruxelles parle de lynchage médiatique et politique et il désigne son principal bourreau, le ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Vervoort. Loïc Parmentier avec Redjeb Amétage et Damien Loumet. Yvan Mayer sur un plateau de télévision, image rare d'un homme blessé qui vient de publier un livre pour écrire sa vérité. Yvan Mayer, vous l'écrivez, vous avez été au bord du suicide. Qu'est-ce qui vous a retenu? D'abord, évidemment, mes proches, ma famille, qui comptent évidemment par-dessus tout. Et puis j'ai beaucoup pensé à Bérégovoy et au discours de Mitterrand sur les chiens. Pour moi, c'était au fond l'exemple à ne pas suivre. Les chiens, le lynchage médiatique. Mais Yvan Mayer nomme aussi son bourreau, Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise, qui l'a assassiné politiquement. Il était jaloux de vous? Il vous a tué par jalousie? Je crois qu'il y a une jalousie de fait entre de la région à l'égard de la ville. Je suis amer de ce qu'on m'a fait et de ce qu'on m'a fait subir, du lynchage qu'on m'a fait subir. Ça, bien entendu, c'est pour moi inoubliable et inacceptable.
Arrive alors une question d'une auditrice active en politique messieurs. pour l'EMR. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous ne trouvez pas que votre comeback en mode dépressif et incompris est vraiment indécent? Je ne fais aucun comeback. J'ai annoncé clairement que je quittais la vie politique et je le confirme ici. Donc ça n'a. Mais j'ai le droit, madame, de me défendre. La conversation va se poursuivre dans le studio radio de Bel RTL. Bonjour, monsieur. Quand M. Mayer me répond « j'ai le droit de me défendre », ce n'était pas du tout l'objet de ma question. Ma question disait « est-ce que vous ne trouvez pas que votre comeback, si ce n'est pas un comeback, votre façon de vous défendre, je suis victime de ce bashing médiatique, etc. » Et bien ça reste quelque chose qui est très indécent. Je ne connais pas des gens qui ont tout perdu comme moi pour un acte politique qui est quand même noble. Moi, je me suis occupé de mettre à l'abri des sans-abri. Qui s'occupe de ça, quoi? Je ne demande pas à être absous. Je ne demande pas qu'on adhère à ce que je dis. Je demande simplement que l'on puisse, dans la balance, mettre quelque chose dans l'autre plateau, quoi. Yvan Mayer a évoqué enfin les 100 000 € perçus au SAMU social, argent qu'il ne remboursera pas. Selon lui, ce serait reconnaître qu'il n'a pas travaillé. La procédure de remplacement de nos F-16 a aussi, vous le savez, fait polémique ces dernières semaines. Certains estiment qu'on pourrait prolonger les anciens et faire ainsi de sérieuses économies. Cet après-midi, des manifestants se sont rassemblés à Bruxelles pour dire non à l'achat de ces nouveaux avions de chasse par la Belgique. Des associations qui estiment qu'on pourrait faire bien d'autres choses avec cet argent. Simon Brème, Gaëtan Lilan. La plateforme Pas d'avion de chasse s'oppose au rachat de nouveaux appareils par la Belgique. Depuis 3 ans, suite à l'affaire récente des F-16, elle tenait à faire entendre sa voix. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut absolument arrêter cette procédure. Et nous, ce que demande la plateforme, c'est que ce gouvernement-ci ne choisisse pas de remplacer les avions de chasse et que ce soit reporté à la législature prochaine pour qu'on ait le temps de poser un débat social le plus large possible pour voir si réellement la société belge veut de ces avions de chasse. La plateforme regroupe 130 associations, dont notamment le 11-11-11 ou Oxfam Belgique. Ses membres sont révoltés par les derniers rebondissements du dossier des F-16. Ce n'est pas possible, un tel gaspillage d'argent avec ces avions. Ce n'est pas avec les guerres que nous allons gagner quelque chose, mais plutôt avec la diplomatie, en s'acceptant les uns les autres. Mais ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas possible. Nous devons en avoir conscience. J'aurai bientôt 85 ans et je vais me battre aussi longtemps que possible. La plateforme dénonce surtout l'importance des montants attribués au remplacement des F-16, de l'argent qui pourrait être investi ailleurs selon elle. Si on veut dépenser 15 milliards pour faire la guerre, nous, comme citoyens, on n'accepte pas ça. On a besoin de cet argent pour plein d'autres choses, notamment pour faire une politique de paix. Premier lieu, mais en deuxième lieu aussi, on peut financer les grands besoins sociaux qu'on a en Belgique. Et si on parle de 15 milliards, comme je le dirais, on peut faire beaucoup de choses autres que détruire d'autres pays. La plateforme Pas d'avion de chasse a rassemblé 37 000 signatures contre le remplacement des F-16. Elle a demandé à rencontrer le Premier ministre Charles Michel. Il n'a pas accédé à leur demande. Et à moins de 6 mois des élections, le PS, lui, était en congrès ce dimanche à Charleroi et il a adopté les priorités que les futurs élus socialistes seront appelés à mettre en œuvre dans les communes et dans les provinces. Le président du parti, Léo Di Rupo, a notamment prévenu que les temps seraient durs pour les communes qui risquent de manquer d'argent. La faute, dit-il, au gouvernement fédéral. Écoutez-le. L'actuel gouvernement fédéral n'hésite pas à faire payer ses manœuvres par les pouvoirs locaux. Prenons le tax shift dont le gouvernement fédéral tire vanité. En réalité, les ministres fédéraux le font payer par les communes bruxelloises et les communes wallonnes à raison de 130 millions par an à l'horizon 2021. Ceux qui, à droite, ne connaissent que le chacun pour soi, détestent les CPAS. Que la NVA et l'EMR soient certains d'une chose. Chaque fois que l'on s'en prendra aux plus vulnérables, les socialistes feront barrage. Et demain, c'est Willy Borsu qui sera l'invité de la matinale de Bel RTL dès 7h50. Le ministre président wallon MR répondra en direct aux questions d'Antonio Solimando.
Des fissures dans les murs des maisons, parfois assez impressionnantes. C'est un phénomène de plus en plus répandu à Anderlues, dans le Hainaut. La moitié des 5000 maisons de la commune seraient concernées et certaines pourraient même à terme s'effondrer. En cause, un sous-sol sablonneux très instable. Sur place, Ludovic Delory et Gaëtan Zanqueta. Patrick achète sa maison en 1977. Quelques années plus tard, les fissures apparaissent en même temps que les problèmes. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans sa rue. On a remarqué que ça prenait un peu d'ampleur parce que les fissures qui partent à gauche, à droite, on s'étonnait un peu. Quand je vois mon voisin d'en face avec les fissures qui partent, on a l'impression que la maison se coupe en deux, juste en face de chez nous. Donc quand je vois ça, ça me fait un peu peur. Il y a plus de 2 ans, la commune a pris des mesures de sécurité pour éviter que cet immeuble ne s'effondre. Des problèmes d'égouttage ajoutés au sol très sablonneux, un cocktail potentiellement dangereux pour les passants et les voisins. À Anderlues, au moins un bâtiment sur 2 présente des fissures en raison de la géologie particulière. Il y a énormément de sources à Anderlues. Tout ça fait que le sable ravine est emporté par les sources. Donc, sol instable, très poreux, ça donne des fissures dans la moitié des maisons construites, je dirais, avant 1970. Pour les nouvelles constructions, les entrepreneurs tiennent compte du sous-sol sablonneux. Mais pour les occupants d'immeubles plus anciens, les autorités communales n'ont pas de solution, si ce n'est de demander la vigilance des propriétaires. J'ai la particularité d'être courtier d'assurance, donc je sais que ce genre de fissure n'est pas couverte puisque ce n'est pas un dégât des eaux, ce n'est pas un sinistre couvert. C'est dû à la vétusté du bâtiment et à la mauvaise qualité du sous-sol. Anderlues a été une importante cité minière. Certains propriétaires peuvent envisager une procédure civile s'ils arrivent à démontrer que leurs dommages sont dus à l'exploitation des charbonnages. D'ici 2040, la Wallonie devrait compter 435 000 habitants supplémentaires, ce qui représente plus ou moins 300 000 nouveaux ménages qu'il faudra loger. Une estimation du Bureau fédéral du plan qui a aussi des conséquences pratiques. Beaucoup de villages ruraux proches des grandes villes subissent une véritable pression immobilière. Et le problème, c'est que les services et les infrastructures nécessaires ne suivent pas toujours. Exemple à Sarbernard, près de Namur, avec Aurélie Henneton et Gaëtan Delay. Avoir de nouveaux voisins, ses habitants ne sont pas contre l'idée. Mais les lotissements poussent trop vite selon eux. Une vingtaine ces 40 dernières années. Le dernier projet en date, 20 maisons sur 2 hectares. Le village n'est pas prévu pour autant d'habitations, ni la station d'épuration, ni les services. Il n'y a pas de magasin. Nous devons sortir du village pour aller dans un magasin. Donc c'est toute la journée des voitures, des voitures. On a besoin de la voiture. Par exemple, pour pouvoir se rendre à la gare, on n'a pas de trottoir. D'autre part, il n'y a aucun commerce. Il y a des bus 2 fois par jour seulement. Sarbernard, la campagne aux portes de Namur et plus de 1000 âmes, un chiffre en constante augmentation. Dans le village, une seule école, elle est saturée. Oui, l'école est saturée, mais nous avons trouvé une solution ponctuelle en ajoutant un module ici à Saint-Bernard pour absorber un surnombre d'enfants. Mais c'est aussi pour moi une satisfaction parce qu'il y a 20 ans, nous avions des craintes pour la survie de l'école. 383 habitations en 2001, 515 aujourd'hui. Beaucoup de zones sont encore constructibles et le sont depuis longtemps. Il est très difficile lorsque un terrain se trouve dans une zone à bâtir, donc définie au schéma de structure, depuis les années 80, de s'y opposer. Le défi est donc de répondre aux demandes en services et en infrastructures avec des finances tout juste à l'équilibre. C'est un défi. Une crèche, un milieu d'accueil, des écoles coûtent de plus en plus cher aux communes, alors que les subsides, les subventions ne suivent pas la hausse des coûts. Via les taxes, l'arrivée des nouveaux villageois a un effet positif sur les finances. Mais répondre à leurs besoins prend du temps, un challenge pour les années à venir. Le Mont-Saint-Michel a finalement rouvert au public cet après-midi. Le site, parmi les plus visités de France, avait été évacué ce matin en urgence. Un homme avait menacé de s'en prendre aux forces de l'ordre. La gendarmerie n'a donc voulu prendre aucun risque. Le suspect qui a disparu est toujours activement recherché. Nicolas Loïc. Sur Twitter, des témoins postent cette photo d'une ruelle évacuée, mais aussi d'hélicoptères en patrouille. Le site de Mont-Saint-Michel est paralysé, l'abbaye fermée. Arrivés sur les lieux à 9 h, les gendarmes tentent de retrouver un individu décrit comme menaçant. L'évacuation se déroule dans le calme. Un restaurateur de la route Saint-Michel raconte.
À 9h, on a entendu des sirènes. Les forces de police sont arrivées, elles ont encerclé, elles ont mis un barrage pour interdire l'accès aux rochers. Ils ont arrêté les navettes. Les navettes comme celles que l'homme aurait empruntées vers 7h45 ce matin. L'individu, qui a entre 20 et 30 ans, n'est apparemment pas armé, mais il se fait vite remarquer. Le préfet de la Manche ferme l'abbaye par précaution. Un individu isolé, seul, donc, de noir vêtu avec un sac à dos, déclarant vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre et, je le cite, vouloir tuer du flic. L'individu est toujours recherché, mais il n'est désormais plus sur place. Le site du Mont-Saint-Michel a été rouvert dès le début de l'après-midi. Les enquêteurs disent posséder des éléments précis pour identifier le suspect. À cette heure, rien ne prouve qu'il s'agisse d'une tentative d'attaque terroriste. À l'étranger toujours, un attentat suicide a fait au moins 48 morts et 112 blessés à Kaboul, en Afghanistan, tous des civils. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste État islamique qui visait un centre d'enregistrement électoral, ce qui laisse présager le pire à l'approche de ce scrutin législatif prévu pour le mois d'octobre. Vive tension aussi en Arménie en ce moment où le chef de l'opposition et des centaines de ses partisans ont été interpellés violemment ce dimanche au cours d'une manifestation. Cela fait déjà 10 jours que des protestations ont lieu en Arménie contre le pouvoir en place. Et puis ce nouveau drame des armes à feu aux États-Unis. Un homme a tué 4 personnes et en a blessé 2 autres la nuit dernière dans la banlieue de Nashville, dans l'État du Tennessee. Le tireur a ouvert le feu dans un restaurant de gaufres avant de prendre la fuite. Il est recherché. C'est dans moins d'un mois, maintenant le 19 mai, qu'aura lieu à Windsor le mariage du prince Harry avec Meghan Markle. La petite ville où se trouve le château préféré de la reine se prépare donc à la fête. Pour l'occasion, la brasserie locale a même lancé une bière spéciale. Et ce n'est qu'une des nombreuses initiatives prises à l'occasion de ce mariage qui passionne véritablement les Britanniques. Christophe Gildet. Le pub, situé juste en face du château de Windsor, a été livré tôt ce matin par voiture hippomobile. Tradition oblige. Dans ces fûts précieux, la Harry and Meghan Windsor Knut, qu'on pourrait traduire par l'union d'Harry et de Meghan. C'est très rafraîchissant. J'en bois une qui a été brassée pour le futur mariage. C'est une évolution avec un ajout de houblon de la côte ouest. C'est tout à fait bien. C'est très rafraîchissant, très sympa. D'après le brasseur qui l'a conçu, cette pale ale, typiquement anglaise, combine de façon harmonieuse du houblon britannique et américain, de l'orge cultivée dans les fermes royales et une touche finale de levure de champagne. Je préfère quand la bière a un goût plus caramélisé, mais c'est très plaisant. Mais au-delà du contenu, il y a le contenant et notamment les célèbres mugs, sans lesquels l'Angleterre ne serait pas l'Angleterre. Ici, on les fabrique avec passion depuis 1985. La plupart sont liés à un événement historique. Nous avons une longue tradition de célébration des événements nationaux. Et quoi de mieux qu'un mariage royal ? Voici l'un des modèles consacrés à Harry et Meghan. Chaque série est limitée à 12 ou 15 exemplaires, peints par la même ouvrière. En fait, quand on les voit sur une étagère, de manière subliminale, on sait que c'est fait à la main. Ils ont une particularité qu'on ne peut obtenir que si vous les décorez à la main. Disponible dès à présent dans les meilleurs magasins de souvenirs du Royaume-Uni et du Commonwealth. Elle était considérée comme la doyenne de l'humanité. Nabi Tajima s'est éteinte hier. Cette japonaise, née pendant l'été 1900, avait donc atteint l'âge de 117 ans. Le Japon est connu pour la longue espérance de vie de ses habitants. 68 000 centenaires y étaient encore répertoriés l'an dernier. Elle n'a que 103 ans et vit en France, mais elle force vraiment le respect. Colette joue du piano depuis une centaine d'années. Autant dire qu'elle connaît la musique sur le bout des doigts. Elle vient même de sortir aujourd'hui son 4e album, Lakshmi Lota. Elle a débuté le piano il y a presque 100 ans et cette passion ne l'a jamais quittée. Je suis au piano tout le temps. J'ai vécu toujours avec le son, avec les sonorités et puis les images que le piano. Le piano est un instrument mais qui transmet tant de choses. Colette Maz a été éduquée dans une famille bourgeoise stricte. La musique l'a souvent consolée.
Je n'étais pas gâtée sur le plan affectif, sauf par ma grand-mère, mais bon. Donc le piano, les musiques m'apportaient ce qui me manquait dans la vie. Et ça a toujours été comme ça. La musicienne fait ses débuts à 4 ans et se révèle talentueuse, une agilité toujours présente à 103 ans aujourd'hui. Pour la pianiste, c'est grâce au yoga et à la gymnastique des doigts apprise à l'École normale de musique de Paris. Et avec un petit doigt, toute petite, je reproduisais les musiques. Alors à ce moment-là, mes parents disent, tiens, elle est douée. Et on m'a donné les professeurs, j'ai grandi. Et ensuite, quand on a déménagé ici, l'école normale étant pas loin, on m'a mis à l'école normale. Colette Maz continue à enregistrer des albums. Elle vient d'en sortir un 4e où elle interprète son compositeur préféré, Claude Debussy. En Australie, c'est un chien qui est devenu un véritable héros. Max, c'est son nom, est sourd et en partie aveugle, mais ça ne l'a pas empêché de protéger et de secourir une petite fille de 3 ans qui s'était perdue. Simon Brême. Aurora a 3 ans. Elle était portée disparue depuis 11 heures dans le Queensland, une région du nord-est de l'Australie. Au début de la recherche, les enquêteurs n'étaient pas optimistes. Il est très difficile de mener des recherches dans cette région, c'est très vallonné, il y a beaucoup de forêts. Heureusement, l'histoire s'est bien finie. Grâce à Max, ce bouvier australien âgé de 17 ans est sourd et partiellement aveugle. Il a passé la nuit aux côtés de la jeune fille avant de conduire les secours jusqu'à elle. C'était très difficile. À 2 heures du matin, quand tout le monde est parti, nous étions là dans le noir, sachant que notre petite fille de 3 ans était dans le froid. Je l'ai appelée, j'ai entendu sa voix et elle m'a reconnue. Max est devenu un véritable héros en Australie. Sur son compte Facebook, la police locale lui remet un titre honorifique. Ça, c'est un bon chien. Il est resté avec sa maîtresse de 3 ans la nuit dernière alors qu'elle était perdue près de Warwick. Pour l'avoir maintenue en sécurité jusqu'à ce qu'elle soit trouvée, tu reçois le titre de chien honoraire de la police. Aurora a été retrouvée à seulement 2 km de sa maison. Elle n'a pas été blessée au cours de sa disparition. Retour chez nous avec ce changement pour les hôtels bruxellois. Un nouveau système d'attribution des étoiles vient d'être approuvé par le gouvernement de la région. Une classification qui sera désormais la même qu'en Flandre et en Wallonie. Simon François avec Fanny Linon, Gaëtan Lilon et Steve Damon. Séance photo sur la Grande Place de Bruxelles. Avant de chercher leur meilleur profil, ces touristes ont dû trouver leur logement dans la capitale. La grande majorité a trouvé l'inspiration sur Internet. On regarde déjà avant, savoir combien il est noté et puis bien sûr avoir les avis. Et puis on se renseigne par rapport à ça. Ouais. Nous cherchons un bon prix. Les classifications sont importantes aussi. Tout ce qui a 3 étoiles ou plus, c'est important. Pour un peu compliquer les choses, jusqu'à présent à Bruxelles, 2 systèmes de classification existaient. L'un géré par la communauté flamande, l'autre par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'attribution des étoiles sera désormais régionalisée. Dans la même rue, on pouvait être classifié 3 étoiles selon l'un des systèmes et pas 3 étoiles selon l'autre système. Dorénavant, c'est harmonisé pour l'ensemble du territoire de la région bruxelloise et même de la Belgique. Pour obtenir 3 étoiles, par exemple, un hôtel devra proposer des chambres équipées au minimum du téléphone, de la télévision et d'un sèche-cheveux, mais aussi une réception disponible 14 heures par jour. En tout, 270 critères sont définis. Certains établissements risquent de devoir s'adapter pour garder leurs étoiles. Je rentre tout à fait dans le critère d'un hôtel 3 étoiles. La seule chose que je devrais faire, c'est soit rajouter une machine pour cirer les chaussures, soit un petit kit de cirage dans les chambres. Mais sinon, tous les autres critères, je les ai. Il y a des critères impératifs et puis après, on pourra gagner des points en fonction des services, des produits qu'on propose dans l'établissement hôtelier pour accéder à une catégorie supérieure. Les 3 régions du pays se sont mises d'accord pour appliquer des critères communs à une quinzaine de pays européens. À l'avenir, le luxe d'un 5 étoiles devra être similaire en Allemagne, en Suisse ou en Belgique. L'Allemagne s'est souvenue ce dimanche des 22 membres d'équipage du sous-marin UB29 qui avait été retrouvé l'été dernier au large d'Ostende, un bâtiment qui avait été coulé en mer du Nord pendant la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie commémorative s'est déroulée en mer, là où l'épave a été découverte en présence de l'ambassadeur allemand.
Un tableau de Vincent van Gogh est exposé à Bruxelles jusqu'à jeudi prochain. Raccommodeuse de filets dans les dunes, c'est son titre. Il a été peint en 1882 et pendant quelques jours encore, il est accessible au public. Il ira ensuite à New York avant de regagner Paris où il sera mis en vente. Objectif, trouver un acheteur pour ce tableau estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Benoît Dutot, Philippe Lefebvre. Un déchargement très particulier sur ce trottoir d'Ixelles. Ce camion transporte des œuvres de grande valeur. Et pourtant, la sécurité semble absente. Avoir trop de sécurité autour d'un camion, des cadenas, des pinces, ça attire l'attention. Et donc la discrétion, c'est encore le mieux au niveau sécurité. Pendant 6 jours, l'antenne bruxelloise de la maison de vente française Art Curial expose des œuvres qui seront vendues début juin à Paris. La pièce maîtresse, ce tableau de Vincent van Gogh, peint par l'artiste en 1882, au début de sa carrière. On y voit des raccommodeuses de filets de pêche dans les dunes de Scheveningen, aux Pays-Bas, une œuvre où l'on retrouve déjà le style Van Gogh. La manière de peindre le ciel, notamment, qu'on va retrouver dans les années 1890 à Auvers-sur-Oise, et tous ces éléments qui déjà sont en quelque sorte permanents dans l'œuvre de Van Gogh, que ce soit ensuite à Paris, à Arles ou à Saint-Rémy. Les ventes de tableaux de Vincent van Gogh sont rares. Celui-ci, propriété d'un collectionneur européen, a auparavant été exposé dans les musées de La Haye, de Montréal et enfin au musée Van Gogh d'Amsterdam. Sa valeur est estimée entre 3 et 5 millions d'euros, notamment parce que l'œuvre est mentionnée précisément dans une lettre écrite par l'artiste à son frère en 1882. Il décrit très précisément le tableau qu'il vient de réaliser et il en parle. Il faut savoir que Vincent van Gogh a, tout au long de sa vie d'artiste, écrit presque quotidiennement à son frère pour expliquer, pour raconter les tableaux qu'il venait de faire, qu'il venait de terminer ou sur lesquels il était en train de travailler. Le Van Gogh est vendu en même temps que des œuvres de son ami Paul Gauguin et de Fernand Léger. Le trait d'union entre les tableaux que nous montrons ici, en tout cas la partie moderne, impressionniste et moderne, c'est que ce sont des tableaux qui ont été en main privée, donc qui ont peu circulé sur le marché. Pour les amateurs d'art, les œuvres sont donc visibles à Bruxelles jusqu'au 26 avril. On estime qu'il y a en Belgique 3 collectionneurs, acheteurs potentiels de ce Van Gogh. Revenons maintenant à ce nouveau record battu hier soir pour la 30e édition du Télévis. Plus de 12 millions d'euros qui aideront les chercheurs à faire gagner la vie et reculer le cancer. Une soirée exceptionnelle avec des artistes engagés, des bénévoles et des animateurs motivés et surtout de grands moments d'émotion. Simon François avec Fanny Dehaye et Aline Lejeune. 12 114 560 euros. C'est un record absolu, Patrick. Record absolu. Une somme astronomique. Très fier. Une générosité sans borne. Merci pour votre générosité à tous. Merci pour votre application. Le Télévis en est à la 30e édition. Jamais les promesses de dons n'ont été si élevées. La grande soirée de clôture, c'est la dernière ligne droite d'un marathon de plusieurs mois. Le dernier sprint pour les bénévoles, chercheurs, artistes, animateurs et journalistes d'RTL qui, durant plus de 5 heures, tentent de faire grimper le compteur, souvent en musique. En coulisses, entre 2 apparitions, les animateurs et les artistes précisent les derniers détails. Ah oui, c'est ça, il y a là. Voilà, et puis t'enchaînes, ici un plateau sensible. Dans les couloirs du grand studio du Télévis, les bénévoles récoltent quelques selfies. Tu rigoles ou tu rigoles pas? Tu rigoles. Mais les véritables stars du jour, ce sont les malades qui viennent raconter leur quotidien. Revoir Nolwenn Leroy comme ça, venir près de moi, ça m'a fait un grand plaisir. Voir Patrick Bruel, le monde qui est autour de nous, savoir que tout le monde nous soutient, c'est un vrai plaisir. Sur le plateau, on explique les avancées de la recherche et on se souvient de ceux qui n'ont pas survécu. Manon, 23 ans, était atteinte d'un cancer du sein. Elle est décédée il y a quelques mois. Juste avant sa mort, elle a écrit une lettre dans laquelle elle demande que tout son argent soit reversé au Télévis. Sa maman témoigne. Manon, ma petite chérie, je suis sûre que tu nous entends, que tu nous vois. Tu te rends compte? Tu nous avais dit « Donnez mon argent au Télévis ». Et on est sur le plateau du Télévis. On a fait plus que tu ne souhaitais.
Ce que tu voulais surtout, c'est que tout le monde comprenne, même les jeunes femmes comme toi, au moindre doute, aillent voir un médecin. Chaque année, 65 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en Belgique. Au centre de promesses, les sœurs optimistes et les animateurs de la chaîne répondent aux milliers d'appels des téléspectateurs. Ils sont régulièrement encouragés depuis le plateau. C'est le moment de se poser les questions fondamentales. On va se les poser tout au long de cette soirée et j'espère qu'on aura des réponses fondamentales aussi. On a de très belles réponses. Malheureusement, il nous manque encore quelques réponses. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je voulais vous dire que durant les années de la maladie, j'ai appris qu'on était plus forts ensemble, qu'il faut mettre nos différends de côté et travailler en équipe. Ainsi, on peut accomplir n'importe quoi. Alors, continuons ensemble à combattre la maladie grâce à vos dons et que la force soit avec vous. Cette année encore, vos dons permettront à plus de 200 chercheurs de faire avancer la recherche contre le cancer. Et pour toutes les équipes d'RTL, c'est aussi une grande fierté de voir que cette opération bat encore des records près de 30 ans après sa création. Écoutez l'administrateur délégué d'RTL Belgium, Philippe Delusine. Il est au micro de Fanny Dehaye et Aline Lejeune. Ça donne le vertige, parce que vraiment, 12 millions d'euros, comme je le disais tout à l'heure, c'est 1 million par mois, tous les mois pendant une année. C'est extraordinaire. 12 millions, on prenait le passé avec 11 millions, un chiffre extraordinaire. 12, on n'osait pas en rêver, et voilà, on l'a fait. Donc extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ça montre que les Belges, qu'ils soient de Belgique, du Luxembourg, se sentent investis dans cette recherche, qu'ils voient que ça avance. Ils considèrent que c'est une priorité pour eux, le télévis. Ils savent tous maintenant que se mobiliser pour le télévis, c'est pas une option, c'est une obligation pour eux. Ils le font avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de plaisir, et ils savent surtout que cet argent est très utile. La recherche évolue, la recherche gagne des combats de plus en plus aujourd'hui, et je pense que ça récompense de tout le monde, les gens qui y croient, qui font un super travail. Et maintenant, me direz-vous, eh bien, dès demain, les membres du comité du Télévis sélectionneront les projets des chercheurs qui pourront bénéficier de cet argent. Des scientifiques qui se sont déjà retrouvés ce midi à la chapelle musicale Reine-Élisabeth à Waterloo et qui, eux aussi, sont très satisfaits de ce résultat. Justine Sau, Guillaume Sonloge. Les membres du comité scientifique du Télévis honorent une invitation peu commune. Assister tous ensemble à un concert classique la veille de l'attribution des fameuses bourses. Hier soir, ils ont tous participé à la grande soirée du Télévis. Le montant obtenu les impressionne encore. Ça me donne un sens de responsabilité maintenant, parce que demain, nous allons avoir la journée du conseil scientifique où nous allons devoir sélectionner les meilleurs projets. Et c'est important de sélectionner les meilleurs projets parce que le public nous fait confiance. Ces projets doivent donc être les plus innovants possibles. Ceux qui s'intéressent aux maladies peu connues pourraient avoir une grande chance de sélection. C'est toujours plus difficile de trouver aussi des budgets pour des maladies rares. C'est plus facile de travailler sur des maladies fréquentes qui auront un impact économique plus intéressant pour l'industrie pharmaceutique. Donc les maladies rares. Et je pense que ça va jouer dans la sélection demain. Les membres du comité sont belges, français, italiens, américains, allemands, luxembourgeois. Ils devront trouver un consensus pour déterminer les projets à soutenir. Cette année encore, les candidatures sont de grande qualité. Le choix sera difficile. En étant italien, donc je peux évaluer ce que j'évalue dans mon pays par rapport ici. Le niveau scientifique des dossiers soumis est vraiment très élevé ici en Belgique. Au total, une centaine de dossiers devraient être sélectionnés. Les 20 membres du comité scientifique du Télévis se réuniront toute la journée pour dresser la liste des élus. Le sport avec tout d'abord la doyenne des classiques en cyclisme aujourd'hui, la 104e édition de Liège-Bastogne-Liège. Une course remportée cet après-midi par le luxembourgeois Bob Jungels de l'équipe Quick-Step. Il s'est imposé en solitaire au terme des 258 km du parcours. Le premier belge, Jelle Van Endert, est 11e, Philippe Gilbert 31e. Le favori, Alejandro Valverde, termine quant à lui à la 13e place.
En tennis, la Belgique se maintient dans le groupe mondial de la Fed Cup. Elle a battu l'Italie 4-0 en barrage à Gênes, avec 2 nouvelles victoires aujourd'hui, celle d'Elise Mertens en simple face à Sarah Errani, puis en double avec Kirsten Flipkens. La Belgique est donc assurée de garder sa place au sein de l'élite du tennis mondial. En football, Anderlecht a été battu hier soir en 5e journée des playoffs 1. Les Bruxellois se sont inclinés 2-0 à Genk. Au classement, ils risquent donc de perdre leur 2e place puisqu'ils n'ont que 2 points d'avance sur la Gantoise qui joue ce soir contre Charleroi. Et puisqu'on parle de sport, voilà une discipline qui nous vient tout droit d'Australie, la coupe de bois, un sport composé de différentes épreuves de force à réaliser sur du bois et que les femmes, vous allez le voir, sont de plus en plus nombreuses à pratiquer. Thibaut Balthazar. Dans cette arène, les gladiateurs des temps modernes combattent le bois. L'activité sportive bicentenaire, longtemps réservée aux seuls hommes, commence seulement à s'ouvrir aux femmes. Je ne suis jamais allée aussi loin dans un championnat avec un partenaire et j'en suis vraiment contente. Chez les Bennett, la coupe de bois est une tradition familiale. Le père Simon, champion d'Australie, le fils Curtis, étoile montante de la discipline, et désormais Maddy, prise de passion pour ce sport. Je pense qu'il y a plus de femmes qui le font parce qu'il y a plus de femmes qui n'en peuvent plus de rester assises sur le côté. Donc elles s'impliquent. Et je pense qu'elles apprécient ça, tout simplement. Faire quelque chose de différent, c'est un sport unique. Dans ce monde d'hommes, les femmes montrent de plus en plus de quel bois elles se chauffent. De quoi réjouir les organisateurs des compétitions internationales. Elles sont de plus en plus présentes au fil des ans et de plus en plus compétitives. La tradition de la coupe de bois remonte à l'installation des premiers colons dans cette zone forestière d'Australie. Cet art se transmet de génération en génération depuis le début du 19e siècle. Et si vous préférez le pouvoir des fleurs, vous avez de la chance. La météo de ces derniers jours a permis à la nature de reprendre ses droits. Après l'hiver, les tulipes sont notamment à l'honneur et elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur ceux qui les offrent. Laxmi Lotta avec Bruno Spack. Le petit Gabriel est venu cueillir des fleurs pour sa maman. C'est un symbole, donc la tulipe, c'est les couleurs, c'est le printemps. Aujourd'hui il fait un super beau soleil, donc tout est parfait. Les tulipes, elles sont jolies, hein. Tulipe est jolie. La tulipe est le symbole du retour du printemps. 45 000 tulipes dans ce champ, l'occasion de s'offrir un beau bouquet. J'aime bien les jaunes et les rouges. Je les associe, elles sont toutes belles, mais pour faire un bouquet, j'aime bien mélanger les couleurs jaunes et rouges, orange, couleurs plus chaudes. Elle ressemble à une rose, elle est jaune et rouge, et dedans elle est jaune. Rouge, rose, jaune, violette ou panaché, attention aux couleurs du bouquet que vous comptez offrir. Chaque tulipe a son langage. Si vous offrez une tulipe rouge avec le cœur noir, ça veut dire que ça témoigne d'un amour passionné. Par contre, si vous prenez une tulipe jaune, par exemple, ça parle toujours d'amour, mais vous êtes tout à fait conscient que l'amour que vous avez pour la personne à qui vous l'offrez est un amour qui ne va pas pouvoir se réaliser. Une tulipe blanche pour la pureté, rose pour la tendresse, durée de vie probable de ce beau bouquet, 1 semaine, en suivant quelques conseils. Ne mettre pas trop d'eau, genre 5 cm d'eau et rajouter un petit peu de sucre dedans, ça fait toujours un petit peu de... Ça permet de prolonger un petit peu la vie des tulipes. La saison des fleurs coupées est lancée. Après les tulipes, les glaïeuls, tournesols et autres pois de senteur viendront fleurir ce champ à leur tour. Et comme chaque soir, avant de se quitter, un coup d'œil à l'une des images à retrouver via notre application RTL Info, celle de ce montant record récolté hier soir pour la 30e édition du Télévis, 12 114 560 €. Dès demain, le comité scientifique du Télévis choisira les projets des chercheurs qui pourront en bénéficier pour mieux lutter contre le cancer. Encore une fois, merci à tous pour votre générosité. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo d'Audrey Lenens, suivie de Vue à la télé. Demain à 13h, Caroline Fontenoy, 19h, Akima Darmouche. Très belle soirée sur RTL. Merci de votre fidélité et à bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.